Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 10 octobre 2022, près de 400 chefs de tribus et de fractions réunis à Bamako pour un forum sur la sécurité et le développement. La rencontre s'est achevée hier sur des conclusions fortes et un accent particulier sur le rôle des chefferies traditionnelles, des conclusions qui seront remises aux plus hautes autorités. L'actualité hors de nos frontières, l'investiture attendue aujourd'hui au Tchad du président Mahamat Idriss Déby Itno, le chef de l'État en poste, a été désigné par le dialogue national inclusif, président d'une transition prolongée de 2 ans avec possibilité de se représenter à la prochaine présidentielle s'il le souhaite. Dans l'actualité également, l'appel du secrétaire général de l'ONU en faveur de Haïti, Antonio Guterres, demande l'envoi par la communauté internationale de troupes pour aider le pays à lutter contre les bandes criminelles. Et puis les sports, football, tournoi UFOA, zone A des moins de 17 ans. Le Mali bat le Sénégal en finale et remporte le trophée. En Ligue des champions d'Afrique, victoire également du Djoliba AC sur le CR Belouizdad d'Algérie en match aller du deuxième tour des préliminaires. Fotiki Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 400 chefs de tribus et de fractions réunis à Bamako pour un forum sur la sécurité et le développement. La rencontre s'est achevée hier dimanche sur une série de recommandations que les initiateurs envisagent de soumettre aux plus hautes autorités. Le reportage de Mahamadou Fane. 2 jours de débats, d'échanges sur le thème sécurité et développement ont permis aux délégués de la rencontre de la tribu Kel Ansar d'adopter des conclusions fortes. La chefferie traditionnelle et la bonne gouvernance, ainsi que d'autres thématiques sur la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été largement abordées. Ahmed Ag Mohamed El Mokhtar, rapporteur de la rencontre. Restauration et renforcement de la chefferie traditionnelle. La reconnaissance du statut des chefferie traditionnelle dans la nouvelle constitution en cours d'élaboration. La mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations de la présente rencontre. La révision de la loi portant création des chefs de village, de fractions, en donnant plus de pouvoir aux chefferies traditionnelles. Renforcer les échanges d'expériences entre les différents chefs traditionnels. La remise aux chefferies traditionnelles de leurs lettres de noblesse. L'identification des voies et moyens permettant de réhabiliter les chefferies traditionnelles dont l'autorité aujourd'hui est laminée par plusieurs facteurs. Une motion spéciale de remerciement a été adressée au président de la transition pour son appui à cette rencontre. Des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été décernés aux délégations venues du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, ainsi qu'au président de la transition, au premier ministre par intérim et au parrain de l'événement, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Moussa Ag Ater, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de la rencontre. Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour vous transmettre les félicitations et les encouragements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour votre initiative qui participe de votre reconnaissance et de votre dévouement à faire du Mali une vitrine pour la renaissance africaine. Cette renaissance ne prendra son envol qu'avec la mise en place progressive de tous les leviers qui ont fait la grandeur des empires et royaumes qui se sont succédés sur notre espace millénaire, un espace qui a vu chaque diversité apporter, avec sa touche singulière, sa pierre à l'édifice commun, contribuant ainsi à asseoir l'équilibre de la nation malienne. À noter que plus de 400 chefs de tribus et fractions ont pris part à cette rencontre. Une rencontre qui s'achève sur de bonnes notes, de voir les chefs traditionnels jouer toutes leurs partitions pour le renforcement de la cohésion sociale au Mali. 7h05, les structures centrales et régionales de l'emploi et de la formation professionnelle étaient elles aussi réunies de leur côté à Fana. Le cadre de concertation a permis de passer en revue les acquis, les défis et les perspectives. Les acteurs concernés ont entre autres souhaité la poursuite des efforts de construction des centres de formation professionnelle à Nioro et à Mopti. Le reportage de Nohom Sissoko.
Les 5 jours de travaux de ce cadre de concertation ont été l'occasion pour les responsables des services centraux, régionaux rattachés et personnalisés, ainsi que les coordinateurs des projets et programmes du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de faire le point sur l'exécution des activités réalisées. Ils ont aussi recensé les difficultés rencontrées, mené la discussion sur les indicateurs du marché du travail, évalué le programme Emploi Jeune et élaboré le nouveau programme Emploi Jeune 3e génération. Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle. Parmi les difficultés évoquées, il ressort clairement l'insuffisance de financement des activités liées à l'emploi et à la formation professionnelle. Et cela peut s'expliquer par la crise multidimensionnelle que notre pays vit, avec son corollaire, la crise internationale à laquelle aucun pays n'échappe. Mais malgré tout, nous allons relever les défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle avec loyauté, courage et abnégation. Les participants ont formulé des recommandations pour permettre aux structures de l'emploi et de la formation professionnelle d'accomplir efficacement leur mission. Abdoulaye Guindo, directeur national de l'emploi. Il y a des postes intérimaires qui sont au niveau du département que le cadre a demandé au ministre de pourvoir. Ensuite, il y a également à l'intérieur des structures également des postes. Non seulement il y a la nouvelle direction régionale, mais il y a également des postes à l'intérieur des structures qu'il faut pourvoir. On a demandé à l'ONEF de former les points focaux avec les directeurs régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle par rapport à une enquête qu'ils réalisent sur le terrain en région. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le département accordera toutes les attentions requises quant à la mise en œuvre des recommandations qui ont sanctionné vos travaux et j'y veillerai personnellement. L'exécution correcte des activités et des programmes se rapportant à l'emploi et à la formation professionnelle nécessite une collaboration étroite entre vous au niveau national et régional, aussi entre structures déconcentrées de mon département et les collectivités territoriales à travers vos missions d'appui conseil. Les représentants syndicaux à ce cadre de concertation ont souhaité l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle afin de réduire leur départ pour d'autres structures. 7h08, l'actualité hors de nos frontières à présent au Nigeria. 76 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage de leur bateau surchargé dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays. L'annonce a été faite hier par le président nigérien Muhammadu Buhari. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui circulait sur le fleuve Niger. L'Anambra est l'un des 29 États sur 36 du Nigeria dévasté par de fortes inondations depuis le début de la saison des pluies. Le procès d'un ancien chef rebelle libérien s'ouvre ce lundi en France. Kunti Kamara, commandant de l'ULIMO, mouvement de libération du Libéria pour la démocratie durant la première guerre libérienne, il encourt la prison à perpétuité. Il est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité, torture et actes de barbarie en 1993 et 1994 dans le comté de Lofa. Kunti Kamara a été arrêté en France en 2018, remis en liberté provisoire suite à une erreur procédurale. Il est arrêté à nouveau en janvier 2020 alors qu'il essayait de quitter le pays. Son procès va durer jusqu'au 4 novembre à Paris en vertu de la compétence universelle qui permet de juger les crimes les plus graves, quel que soit le pays où ils ont été commis. Le Tchad, investiture attendue ce lundi de Mahamat Idriss Déby Itno. En effet, le dialogue national souverain inclusif a définitivement désigné samedi le général Mahamat Idriss Déby Itno, 38 ans et 5 étoiles, président d'une transition prolongée de 2 ans avant des élections. Cela fait 18 mois que le fils de l'ancien président a pris le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux le jour de l'annonce de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué au front. Il faut souligner que le temps était compté pour les autorités avant la fin de la transition prévue normalement le 20 octobre. Il fallait à tout prix donc éviter un vide institutionnel. Le dialogue national boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce une succession dynastique au pouvoir ainsi que par certains plus puissants mouvements rebelles armés a donc connu un coup d'accélérateur ces derniers jours. La première ministre française Elisabeth Borne est depuis hier en Algérie en compagnie de 15 membres de son gouvernement pour une visite
visite de 48 heures avec son homologue algérien Amin Ben Abderrahmane. Ils se sont engagés hier à Alger à densifier le partenariat franco-algérien récemment relancé par les deux capitales. Les deux chefs de gouvernement ont présidé la première réunion du comité intergouvernemental de haut niveau depuis 2017. La réunion a débouché sur des accords de coopération dans l'industrie, le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, la création de start-up et des projets culturels, notamment dans le cinéma, des accords qui ne concernent cependant ni la question du gaz ni celle des visas. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réclamé hier l'envoi par la communauté internationale de troupes pour soutenir Haïti, qui a appelé à l'aide pour lutter contre les bandes criminelles. Le secrétaire général exhorte la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien de déployer sans délai une force armée spécialisée internationale pour faire face à la crise humanitaire, a écrit dans un communiqué le porte-parole d'Antonio Guterres. Le patron des Nations Unies demeure extrêmement préoccupé par la situation en Haïti qui fait face donc à une flambée également de cas de choléra dans un contexte de détérioration dramatique de la sécurité qui a paralysé le pays selon le porte-parole. Le secrétaire général a donc remis hier au Conseil de sécurité une lettre présentant donc des options pour un soutien renforcé à la sécurité en Haïti conformément à la demande du Conseil dans sa résolution 2645 de 2022, a indiqué donc la même source. Après avoir gardé le silence sur les 7 essais conduits en 15 jours, la Corée du Nord a décidé d'éclairer sa séquence de démonstration de force supervisée par Kim Jong-un en personne. Les essais avaient pour objectif, selon ses mots, d'envoyer un signal puissant à l'ennemi qui aggrave les tensions dans la région, comprenait une réponse aux multiples exercices militaires américano-sud-coréens de ces derniers jours, tout en réaffirmant les capacités nucléaires du régime. Un avertissement donc censé montrer aux États-Unis et à la Corée du Sud que leur réponse militaire ferme de ces derniers jours n'est pas en mesure de faire reculer Pyongyang, qui n'a, selon Kim Jong-un, aucun intérêt à engager un dialogue avec Séoul et Washington. Benjamin Denobel, le prix d'économie, clôt ce lundi la saison des célèbres récompenses avec les spécialistes du travail, de la pauvreté ou encore de l'altruisme cités parmi les possibles lauréats au moment où une récession mondiale guette. L'économie mondiale donc est en récession. L'américaine Claudia Goldin, professeure à Harvard et spécialiste du travail et de l'histoire économique, fait figure de chouchou pour obtenir la récompense annoncée à 11h45, 9h45 GMT à Stockholm, seul à ne pas avoir été prévu dans le testament d'Alfred Nobel. Ce prix créé par la Banque centrale suédoise à la mémoire de l'inventeur s'est ajouté en 1969 aux 5 traditionnelles récompenses: médecine, physique, chimie, littérature et paix, lui valant chez ses détracteurs le sobriquet de faux Nobel. Retour ici à l'actualité nationale et retour ce matin sur la commémoration hier dimanche de la naissance du prophète. La mobilisation a été totale pour la veillée de prière dans les mosquées et sur les places publiques. Le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes a fait le tour de certains lieux de prêche et des visites suivies pour nous par Ari Dumatina. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est très attendue chaque année par la communauté musulmane. Les fidèles musulmans saisissent cette nuit des ferveurs religieuses pour veiller. Ainsi, nous assistons à des rassemblements des croyants dans différents lieux pour magnifier les mérites du Mawlud. Empreinte de spiritualité et de pure dévotion, la commémoration de l'anniversaire du messager de Dieu est perçue par bon nombre de fidèles comme une occasion de s'imprégner de la vie du prophète et inviter les croyants à revigorer leur foi et renouveler leurs intentions. Dr Adama Doumbia, fidèle musulman. Je suis ému de ce qui s'est passé. Si ça pouvait continuer comme ça, là, le Mawlud, je crois que ça vaut la peine d'être fêté. Cette nuit vénérée par les fidèles musulmans, c'est la naissance du prophète, donc c'est un grand jour. Donc tout le monde peut fêter ça de sa manière. Cheikh Oumar Diabaté, fidèle musulman. Quand on dit Mawlud, vraiment c'est une nuit qui est différente de beaucoup de nuits. Un musulman doit avoir un bon cœur, il doit aimer son pays, il doit aimer tous les musulmans. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes n'a pas boudé son plaisir de participer pleinement à la commémoration de la nuit.
Dr Mahamadou Kone félicite et encourage les croyants pour leur grande mobilisation autour du Mawlud, surtout en ces temps-ci où notre pays a besoin davantage de paix et de stabilité. Aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, nous sommes là en train de fêter et célébrer le Mawlud sur 13 points ce soir à Bamako. C'est pour lancer le message de la paix, de la convivialité, de la solidarité, de l'entraide entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Dieu merci, Dieu qui nous a gratifié de voir encore le Mawlud de cette année 2022. Nous le remercions, subhanahu wa ta'ala. Je lance un appel. Notre pays traverse un moment très critique et même très difficile. Sans la bénédiction et la cohésion des uns et des autres, nous ne pouvons pas sortir de l'ornière. Maintenant, la cohésion que nous voyons à travers le Mawlud, l'entraide que nous voyons à travers le Mawlud, ça nous rassure davantage. En attendant la célébration du baptême dans quelques jours, les fidèles musulmans ont profité pleinement de cette première partie des festivités du Mawlud, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. « 7h17, nous abordons à présent le grand format du lundi. Vous avez pris un peu d'âge, vous avez perdu une bonne partie de vos cheveux. Bienvenue au club des chauves. Vous êtes victime de calvitie. C'est une pathologie très répandue qui s'épanant, selon les médecins, a plus d'effets psychologiques que de réelles conséquences sur la santé, tandis que certains s'en accommodent tranquillement. D'autres rivalisent d'astuces pour que le commun des mortels ne se rende pas compte qu'ils sont chauves. Le grand format du lundi, réalisation Bourama Traoré. Moi, je me nomme Abdoulaye Guindo, je suis journaliste, blogueur. Si son nom n'a rien de particulier, sa tête par contre est devenue son principal trait distinctif. Du front à la nuque, la chevelure est traversée par une route très lisse, une partie de la tête dépourvue de cheveux, véritable miroir. Abdoulaye Guindo en a fait le constat à l'âge de 25 ans. Mon père est chauve, donc avec cette histoire selon laquelle on hérite tout de ses parents, donc j'ai commencé à comprendre très jeune que peut-être j'allais être chauve et surtout que j'ai un grand frère qui a eu un bébé, un garçon. Depuis la naissance, on voyait déjà les signes de la calvitie sur la tête du bébé. Donc je me suis dit que si je me retrouvais un jour chauve, ça ne va pas me surprendre parce que mon père est chauve. Donc c'est à l'âge de 25 ans que j'ai constaté que mes cheveux ont commencé à partir. Contrairement à Abdoulaye Guindo, Adama Diarra, journaliste aussi, n'a pas de souvenance exacte du début de la perte de ses cheveux. Ce qui est évident, sa tête miroite comme un rayon de soleil sur une bouteille. Je ne me rappelle pas de la date exactement. C'est après les études universitaires. Je crois que ça a commencé. Je n'ai pas du tout honte. Bien au contraire, c'est même une façon pour moi de me moquer des autres, quoi. Je ne suis pas le seul chauve au monde. Pas le seul chauve au monde. Même réaction sur Abdoulaye Guindo, très fier de sa tête clairsemée. Pour le confrère, la perte de cheveux n'a aucun impact sur sa productivité, encore moins sur sa vie. Déjà dans ma tête, c'était quelque chose de naturel qui arrivait à certaines personnes. Mais j'ai cherché à comprendre pourquoi d'autres étaient chauves et d'autres ne l'étaient pas. J'ai lu des documents, des trucs de médecine. J'ai vu que c'était souvent dû à une formation génétique. Donc chez certaines personnes perdaient les cheveux rapidement et d'autres non. Je n'ai pas honte de ma calvitie. Je la brandis fièrement. Je m'amuse même avec ça. Et je sais que ça n'empêche de rien faire. Abdoulaye Guindo et Adama Diarra ont la calvitie, communément appelée Telou en Bambara. Dans le domaine médical, une autre précision qui nous éclaire davantage. Dr Mamadou Kone est dermatologue. Je dirais que le terme chauve, c'est pour le commun des mortels. Tout le monde peut parler de chauve ou bien dire que telle personne a une calvitie. Mais en termes médicaux, nous allons parler plutôt d'alopécie. Donc l'alopécie, je dirais, c'est une perte de cheveux ou bien de poils au niveau des sourcils ou n'importe où au niveau du corps. La calvitie est une pathologie qui touche plusieurs hommes, mais pas seulement. Les femmes en souffrent également, même si la fréquence est jugée très faible. Je dirais que c'est une maladie parce que généralement c'est causé par des pathologies bien définies. On peut parler d'alopécie, les alopécies d'origine infectieuse, des origines qui sont auto-immunes, telles que le lupus, la sclérodermie. Et les causes infectieuses, on peut parler, même le VIH, les folliculites peuvent entraîner des alopécies.
Généralement, ce qu'on appelle calvitie, c'est des causes qui sont androgéniques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à faire ça. Notamment, c'est ce qu'on appelle TELU chez les hommes en général. Mais ces alopécies aussi sont androgéniques. On peut les retrouver chez les femmes également. Et l'impact réel, c'est que c'est affichant. Et psychologiquement, certaines personnes ont honte d'avoir une calvitie ou bien une perte de cheveux. La maladie se traite, un traitement auquel font recours généralement les femmes qui vivent difficilement avec le TELU. Et la révolution médicale semble faciliter cette quête de chevelure, comme nous l'explique le dermatologue Mamadou Koné. Avec l'avancée de la médecine maintenant, de la dermatologie, il y a plusieurs types de traitements, notamment le côté chirurgical où on peut faire des greffons de follicules pileux pour pouvoir permettre à ces gens de retrouver la chevelure normale. Généralement, tous ceux qui le font, je pense qu'ils sont satisfaits. Ça relève un peu de l'esthétique, quoi. Au Mali, ici, généralement, les hommes, quand ils ont des calvities, c'est généralement androgénique. Comme je l'ai dit, c'est une prédisposition. Mais en consultation, on peut avoir des dames chez qui, à la naissance des cheveux, on commence à avoir la perte de la chevelure, des choses. C'est les femmes qui s'inquiètent beaucoup plus pour ça. Pour l'instant, Adama Diarra et Abdoulaye Guindo n'ont jamais tenté de traiter leur calvitie, perçue comme naturelle. Toutefois, se raser ou se coiffer est devenu pour les confrères un exercice irrégulier. Je me rase au moins une fois tous les 10 jours, quoi, juste pour que la calvitie ne soit pas bien visible. Au niveau où ma calvitie est, il est pratiquement impossible de la cacher, même si on se coiffe tous les jours. Je me coiffe régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine. Ça donne l'impression que je ne suis pas chauve, mais dès le lendemain, les premiers cheveux commencent à pousser et on voit la calvitie. Maintenant, la seule chose qui m'énerve dans cette histoire de calvitie, c'est que mon coiffeur me taxe au même prix que les autres qui ont des cheveux. Voilà. En attendant la prise en compte de cette doléance, Abdoulaye Guindo semble croire à certaines affirmations populaires liées à la calvitie. Même si elles ne sont pas vérifiées, elles constituent pour lui un réconfort moral. Mais le fait qu'on te dise les chauves, c'est des personnes chanceuses, qu'il y a des personnes qui sont en général que les chauves ne sont pas pauvres, même si tu vois que des chauves sont pauvres, même moi je suis un pauvre, mais ça permet de garder espoir. Et on voit aussi que les femmes, il y a certaines femmes qui aiment les hommes chauves. Donc ce qui fait que quand tu attends ces genres de commentaires, ça te permet de supporter ta calvitie. Ce point de vue n'est pas partagé par Adama Diarra, journaliste. Pour lui, ces affirmations sont à mettre plutôt dans le panier de la superstition. Ça relève de la superstition. Vous êtes chauve étant pauvre, vous êtes pauvre. Voilà, donc il y a des gens qui sont milliardaires, ils sont chauves aussi, quoi. Je pense bien que ça n'a rien à voir avec la fortune, la richesse. C'est tout simplement naturel. Naturel est loin d'être un handicap pour la bonne santé et le développement socio-économique de l'individu. Seulement pour le chauve, le peigne reste un vieux souvenir. « 7h23, c'est l'heure des sports et c'est avec Foutigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Foutigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et nous allons commencer par du football avec plutôt de bonnes nouvelles ce matin. En Ligue des champions d'Afrique, le Goliva AC a dominé le CR Belouizdad d'Algérie en match aller du deuxième tour des préliminaires 2-1. Oui, pourtant orphelin de son entraîneur Sekou Sek Bako et son adjoint renvoyés au gradin en raison d'une notification qu'ils ont reçue juste avant le coup d'envoi. C'est un match qui a démarré idéalement pour le Goliva AC. Les Rouges ouvrent le score dès la deuxième minute de jeu sur corner par le capitaine des formation Oumar Kamara de la tête qui bat les portiers algériens. Il trace ainsi la voie du succès à son équipe. 1-0 pour le Djolba AC qui concrétise son ascendant en début de match. Cueillis à froid, les Algériens n'accusent cependant pas les coups. Ils s'accrochent et égalisent vite à la 10e minute de jeu par Mohamed Islam Belkir sur un contre rondement mené par son partenaire Youssef Louafi. Un but partout, score à la mi-temps. C'est en seconde période que les Djolbis vont se transcender pour reprendre l'avantage au score à la 74e minute de jeu par Djibril Koulibaly sur un service de Moussa Diallo Mouterni, entré en cours de jeu. 2-1 pour le Djolba AC, plus rien ne change si ce n'est la réduction numérique des Algériens qui terminent la partie à 9 contre 11 à la suite de l'expulsion de deux joueurs coup sur coup à la 90e minute de jeu lorsqu'il ne restait plus que les 5 minutes de temps additionnels signalés par les arbitres sénégalais. Courte victoire mais qui reste toute somme précieuse pour les Rouges qui disposent d'un léger avantage non négligeable en vue du match retour vendredi à 18h en terre algérienne où tout reste à refaire.
Là encore, les Djilba AC disposent d'un léger ascendant psychologique sur le CR Belouizdad pour l'avoir éliminé en 2010 pour sa première accession à la phase des groupes de la Coupe CAF. Pour rappel, 0-0 ici à l'aller à Bamako et un but partout et retour en Algérie. Comme ce fut le cas en 2010 en Coupe CAF, l'histoire se répétera-t-elle cette année en Ligue des Champions pour les Rouges? La réponse dans quelques jours. On va l'espérer pour les Rouges. Donc, outre ce match, Djoliba ACCR Belouizdad, bien d'autres rencontres étaient au programme hier. Oui, Royal Leopard du Swaziland et Coton Sport Garoua ont fait match nul un but partout. Vipère d'Ouganda a tenu en échec le TP Mazembe 0-0. La passe des Seychelles a été atomisée par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 7-0. Les Tunisiens de Monastir ont perdu 1-0 devant le National Al Ahly d'Égypte. Plateau United du Nigeria a gagné 2-1 face à l'Espérance sportive de Tunisie. Primero Agosto d'Angola s'est incliné 3-1 devant les Simba FC de la Tanzanie. River United du Nigeria s'impose 2-1 devant le Wydad Casablanca. ASEC Mimouza de Côte d'Ivoire a perdu 1-0 face au Royal de AC de Guinée. Flambeau du centre Burundi est tombé 1-0 devant le Zamalek d'Égypte. Et nous passons au tournoi UFOA Zone A de football des moins de 17 ans. Le tournoi a donc connu son épilogue hier avec le sacre du Mali. Oui, les Maliens remportent le tournoi UFOA Zone A de football des cadets Mauritanie 2022 en finale disputée hier au stade Bouadia de Nouakchott. Le Mali a battu le Sénégal par le score de 4-2 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Pourtant battu en poule 1-0 par les Maliens, ce sont les Sénégalais qui avaient ouvert le score en fin de première partie, juste avant la pause. Les Maliens qui n'avaient plus le temps de réagir s'accrochent et égalisent en deuxième période pour ensuite s'imposer au tir au but. Le Mali remporte ainsi le trophée de ce tournoi de qualification pour la phase finale de la CAN des cadets Alger 2023, à laquelle le Mali et le Sénégal représenteront la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Toutes nos félicitations aux jeunes. Et on passe au taekwondo. Le Mali participe à l'Open international de Dakar au Sénégal. La délégation malienne quitte Bamako aujourd'hui même. Départ par voie terrestre prévu cet après-midi à 15h. Composé environ de 18 personnes, la délégation malienne comprend des officiels administratifs et techniques, délégués fédéraux, arbitres, médecins, coachs et naturellement des athlètes. Ces derniers défendront les couleurs du Mali dans différentes catégories de poids. Il s'agit de Bachete Diallo chez les moins de 54 kg, Sirima Balo chez les moins de 58 kg, Youssouf Sempara chez les moins de 63 kg, Mohamed Fofana chez les moins de 68 kg, Noum Diaoura chez les plus de 87 kg. Chez les dames maintenant, Maïmouna Konaté, moins de 51 kg. Mariam Sidibé, moins de 57 kg. Fanta Traoré, moins de 67 kg. Prévu les 15 et 16 octobre prochains au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. L'événement va rassembler plus de 400 personnes composées de combattants, officiels et délégués techniques venant des différents pays du monde. La compétition va permettre aux combattants de glaner des points dans le ranking mondial du taekwondo. Merci Fotigui pour toutes ces précisions sportives. La suite de ce journal dans un instant. Le rappel du sommaire, près de 400 chefs de tribus et de fractions réunis à Bamako pour un forum sur la sécurité et le développement. La rencontre s'est achevée hier sur des conclusions fortes et un accent particulier sur le rôle des chefferies traditionnelles, des conclusions qui seront remises aux plus hautes autorités. L'actualité hors de nos frontières, l'investiture attendue aujourd'hui au Tchad du président Mahamat Idriss Déby Itno, le chef de l'État en poste, a été désigné par le dialogue national inclusif, président d'une transition prolongée de 2 ans, avec possibilité de se représenter à la prochaine présidentielle s'il le souhaite. Dans l'actualité également, l'appel du secrétaire général de l'ONU en faveur de Haïti, Antonio Guterres, demande l'envoi par la communauté internationale de troupes pour aider le pays à lutter contre les bandes criminelles. Et puis les sports football, tournoi UFOA, zone A des moins de 17 ans. Le Mali bat le Sénégal en finale et remporte le trophée en Ligue des champions d'Afrique. Victoire également du Djoliba AC sur le CR Belouizdad d'Algérie en match aller du deuxième tour des préliminaires. Il est donc 7h passées de 29 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Chaka Konaté, Ousmane Daou, mise en onde, Mokhtar Touré. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.